Alors, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous là, pour cette rencontre d'information en lien avec le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Verdun. Je me présente, je suis Nathalie Charbonneau, je suis directrice générale adjointe au programme santé physique au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et je suis une des deux copromoteurs du projet d'agrandissement-modernisation de l'hôpital Verdun avec Dr. Diane Poirier, qui est directrice des services professionnels au CIUS du Centre-Sud aussi. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième rencontre d'information pour le voisinage et je tiens notamment à souligner la participation de Madame Véronique Tremblay, qui est conseillère à l'arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal au district Champlain-Île-des-Sœurs, ainsi que Madame Noémie Bérard-Timon, qui est attachée politique du bureau de Madame Mendez, députée de Verdun. Je tiens aussi à remercier les représentants des médias qui sont avec nous ce soir et enfin vous tous qui êtes intéressés par notre projet. Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Verdun, c'est un projet qui vise un hôpital communautaire, alors c'est d'autant plus important pour nous de tenir des rencontres comme celle de ce soir et vous verrez là, plus tard dans la présentation, on est très soucieux de garder les communications, les canaux de communication ouverts avec vous. Alors, on espère là, que la rencontre de ce soir pourra répondre à vos questionnements. Pour la présentation, je vais être accompagnée de Madame Éliane Favreau, qui est conseillère cadre au programme de santé physique générale et spécialisée au CIUS du Centre-Sud et elle est co-leader du projet d'agrandissement-modernisation de l'hôpital Verdun. Avec Dr. Jean-François Thibert, qui lui aussi va prendre la parole dans la présentation ce soir. Dr. Thibert est directeur adjoint des services professionnels et affaires médicales universitaires au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et il est co-leader du projet, co-leader médical du projet agrandissement-modernisation de l'hôpital Verdun avec Éliane Favreau. Et on sera accompagné aussi de Amélie Viau, qui est directive exécutive des projets pour la Société québécoise des infrastructures. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, la présentation, je laisserai peut-être la parole à Madame Tremblay pour qu'elle nous adresse quelques mots. Oui, bonsoir Madame Charbonneau, puis merci de votre invitation. Bonsoir aussi à Madame Favreau, Monsieur Thibert et Madame Viau. Alors, mon nom est Véronique Tremblay, je suis conseillère de ville ici à Verdun, dans le district Champlain et Île-des-Sœurs. Mais les élus de Verdun, on travaille tous pour Verdun. Et il y a mon collègue aussi, Enrique Machado, qui est ici ce soir. Je ne sais pas s'il peut vous saluer rapidement. Ah, je ne l'entends pas. Alors, écoutez, d'abord, je veux vous saluer au nom de la mairesse et de mes autres collègues conseillers. Et puis, on est très fiers du travail qui est accompli. On accompagne depuis le début, on collabore depuis le début avec l'équipe du CIUS pour faire en sorte que les travaux d'agrandissement soient le moins nuisibles possible à la population. Mais et je pense que l'équipe du CIUS réussit très bien parce que jusqu'à maintenant, les préposés aux plaintes se tournent les pouces, là, un peu comme le réparateur Métag. Alors, voilà, je pense que le chantier est bien géré. Je pense que tout le monde est content en général. Et puis, bien, on a tellement hâte. Et puis, on a tellement hâte de voir le résultat. Puis, je dirais que la COVID aussi nous a montré la nécessité de cette modernisation-là. Hein? Ce n'était pas un luxe, on va se le dire. Alors, ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors, vraiment, c'était un besoin pour Verdun et pour le Sud-Ouest d'avoir cet hôpital-là à ce niveau-là. Alors, je pense que tout le monde s'en réjouit. Et puis, bien, je voulais mentionner aux gens qui sont préoccupés par la nature et les arbres que oui, il y a des arbres qui ont été abattus, mais au final, il y en aura plus de plantés que ceux qui auront été abattus. Et avec l'arrondissement, il y aura une consultation ou un concours pour savoir comment on transforme le fameux peuplier qui a dû être abattu, qu'on a dû abattre pour faire le chantier.
En cuisine, on dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, alors c'est la vie. Mais c'est une bonne chose que d'avoir cet agrandissement. Alors, je remercie à nouveau Mme Charbonneau, toute l'équipe du CIUS pour leur excellent travail et leur vraiment très bonne collaboration. Je souhaite que les prochaines phases du chantier se déroulent aussi bien que celles qu'on a vécues jusqu'à présent. Merci de votre collaboration et puis bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Comme proposition de déroulement de la soirée, en fait, on vous propose de faire un bref historique du projet. On va revenir sur l'échéancier du projet. On vous parlera de la transformation clinique, de l'évolution des chantiers, des événements à venir, un rappel des différents moyens de communication, là, si vous avez des questions ou commentaires en lien avec le projet et le chantier. Et on aura une période d'échange, questions-discussions. Peut-être simplement pour la période de discussion, ce qui est important, c'est de vous assurer d'inscrire vos questions dans le question-réponse qui est situé en haut de l'écran. Les questions qui seraient inscrites dans la conversation ne pourront pas être considérées principalement là, pour s'assurer qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions. Donc, on vous demande de les concentrer dans le question-réponse. Rappelons que la rencontre est enregistrée et qu'elle pourra être déposée sur la page web du projet dans les prochains jours. Et à titre de rappel, les caméras et micros là, de l'ensemble des participants ont été désactivés. C'est pour ça qu'on vous demande d'inscrire les questions sous format texte. Alors, sans plus tarder, un petit rappel de l'historique du projet. Donc, c'est un projet, on voit aujourd'hui le nouveau pavillon monté, mais c'est un projet qui a été pensé il y a quand même quelques années. Donc, en juin 2014, le projet d'agrandissement de l'hôpital Verdun était inscrit au projet du Plan québécois des infrastructures. En août 2020, le dossier d'affaires était approuvé par le Conseil des ministres pour un budget total de 265 millions. En septembre 2020, on a assisté à la première pelletée de terre. En février 2021, le début des travaux de construction. En mars 2021, la première rencontre annuelle d'information virtuelle pour le voisinage. Et en avril 2022, le début des travaux de modernisation clinique. Au niveau de l'échéancier, donc, vous allez voir ici là, des dates sommaires. Ces dates-là, évidemment, peuvent changer. Et puis, vous le voyez, là, on marque fin 2024, fin 2025. Donc, c'est un estimé qui va se préciser au fil du temps. Au niveau des travaux préparatoires à la construction, ça a débuté en 2021. Alors, c'est entre autres des travaux là, lieu sur le boulevard Gaétan-Laberge. Vous vous souviendrez qu'il y avait des conduites là, à déplacer. Donc, c'est ce qu'on entend par les travaux préparatoires. À l'été 2022, il y a eu la livraison partielle et l'ouverture des nouveaux quais de réception et d'expédition. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation parce qu'au courant de l'été 2023, on devrait avoir là, la livraison finalisée de ces quais-là et l'inauguration. À la fin de l'année 2024, on anticipe que l'ensemble du nouveau pavillon et la passerelle qui donne sur le boulevard La Salle seront complétés. Par contre, c'est vraiment à la fin de l'année 2025 où l'ensemble des travaux d'aménagement liés au projet là, seront complétés. Alors, ce qui nous restera en 2024 et 2025, c'est principalement des travaux à l'intérieur de l'hôpital, par exemple pour créer l'atrium, le grand espace ouvert et raccordé là, sur certains étages, par exemple la chirurgie d'un jour avec les espaces de chirurgie. Ce que vous trouvez sur la ligne du bas de l'échéancier, c'est principalement les travaux qui entourent la modernisation clinique. Dr Thibert va nous en parler un peu plus tard. Mais en gros, dans un chantier comme celui-ci, on ne fait pas que construire un nouveau pavillon, on va profiter de cette occasion-là pour repenser certaines pratiques, intégrer certaines technologies. Donc, en 2022, comme on le disait tout à l'heure, le début des travaux de modernisation clinique.
En 2022-2023, il y a eu une grande réflexion, beaucoup de consultations et la planification, une planification qui a été faite en lien avec les projets cliniques associés au projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Verdun. Et dans le fond, pour l'année qui vient, on va se concentrer à réaliser les projets qui ont été priorisés et à préparer nos équipes en vue de la transition vers les nouveaux espaces. Donc, je passerai maintenant la parole à Dr. Thibert qui va vous parler davantage de la transformation clinique. Merci, Mme Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir là, pour la présentation qu'on vous fait de l'état d'avancement. Donc, probablement, vous n'avez pas vraiment entendu parler de la transformation clinique jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qui a une très grande importance pour nous, puisque c'est bien beau d'agrandir un hôpital, d'avoir des nouvelles pièces, un nouveau pavillon, mais ça doit absolument s'accompagner aussi par une révision des façons de faire. Par aussi des orientations, puis on doit être guidé là, par une vision, des objectifs, puis des priorités. Donc, le début de la réflexion s'est fait en mi-2022. Donc, je vous prierai de regarder les commentaires là, de Audrey Villemer pour ceux qui ont des difficultés avec la visualisation de la présentation là, dans le chat. Je pense qu'on vous invite à vous déconnecter et à vous reconnecter. Donc, pour revenir à la transformation clinique, on a commencé la réflexion en se dotant d'une vision de où on s'en va avec le nouvel hôpital et où on s'en va aussi avec l'hôpital qui demeure, en fait, parce que le bâtiment actuel demeure dans son entier. On a commencé par des ateliers de réflexion qui ont inclus un sondage et entrevues, des vox pop, par environ 183 personnes. Il y a eu 4 ateliers de réflexion. Les ateliers qui ont fait partie là, vraiment d'une démarche inclusive où on avait plusieurs services, des représentants des usagers, représentants des bénévoles, du personnel, des médecins et aussi d'organismes externes, dont l'organisme Grandir sans frontières. Il y a aussi des groupes là, en cours et à venir là, où on va solliciter plusieurs intervenants, dont des gens là, de l'écosystème qui environne l'hôpital de Verdun. Donc, comme je le disais, les participants avaient un profil varié et ceci s'est accompagné aussi d'une forme d'étalonnage. Là, où on est allé voir ce qui se passe ailleurs. Beaucoup en visite virtuelle et quelquefois en visite en présence là, partout au Québec et dans la ville de Toronto pour voir ce qui se fait de mieux en termes là, de transformation clinique dans le contexte d'un agrandissement, une modernisation d'hôpital. Suite à cette vision donc, qu'on s'est doté, on a formulé 5 grands objectifs. 5 objectifs qui devaient répondre également aux 2 priorités initiales qu'on s'était données. Les 2 priorités initiales du projet, c'était le confort des patients et de leurs proches et accroître la prévention et le contrôle de risque d'infection. Ce deuxième objectif-là, de façon un petit peu ironique, là, avait même été établi avant la pandémie, mais d'accroître notre capacité à prévenir les infections, ça va nous permettre de faire face à des défis comme une nouvelle pandémie du type COVID à l'avenir. Donc, les 5 objectifs qu'on s'est donnés qui guident la suite des travaux là, de modernisation, c'est d'abord gagner du temps pour prendre soin de la personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est il y a toutes sortes de façons qui permettent aux soignants, particulièrement les infirmières, de passer plus de temps au chevet des patients plutôt que de faire des allers-retours au poste de travail, aller écrire des notes dans un dossier papier, aller chercher des médicaments, du matériel ici et là. Éliminer les obstacles d'accès aux soins. Les obstacles d'accès aux soins sont multiples. Des fois, ils sont plutôt dans les processus, sont systémiques. Des fois, c'est carrément physique avec des bâtiments mal adaptés, par exemple, aux personnes qui ont des troubles de mobilité. Agir ensemble en tant qu'organisation apprenante en fonction des données objectives et d'approches collaboratives. Donc, comment on peut se baser sur ce qui est plus récent, ce qui est innovant, qui est basé sur des études et qui favorise la collaboration entre les professionnels et avec l'usager et ses proches. Cultiver l'engagement, l'éducation, la participation et l'autonomie. Donc, le partenariat avec la communauté et avec le patient, l'usager est au cœur là, de la réflexion.
puis finalement, évidemment, contribuer positivement à la santé et au bien-être des personnes. C'est important aussi de comprendre que avec le nouveau pavillon, ça va nous permettre d'avoir une grande majorité des chambres des patients en individuel. Il va rester quelques chambres doubles dans l'ancien bâtiment, mais on part d'une situation où la majorité des patients étaient en chambre double et même triple. Donc, ça va être un grand progrès de ce côté-là. Et aussi tous les aires ambulatoires, donc les cliniques externes, la médecine de jour, la médecine nucléaire vont tous être au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, ce qui va permettre un accès direct à la population qui va chercher des soins et des services là, de type ambulatoire. Et comment est-ce qu'on va réussir à avoir des retombées positives sur l'expérience du patient et aussi sur la fluidité, l'efficacité des soins, diminuer les séjours et diminuer aussi les visites répétées autant que possible. Donc, tout d'abord, c'est en révisant les trajectoires et les processus. Comment on fait ça? C'est qu'on prend l'expérience du patient de l'entrée de l'hôpital jusqu'à sa sortie, et même un peu avant et même un peu après. Et on regarde les diverses trajectoires. Par exemple, la trajectoire de la personne qui va consommer des soins ambulatoires, la personne qui va être hospitalisée, la trajectoire de la personne âgée à travers l'hôpital, etc. Ça nous permet de trouver tous les points, en fait, qui échappent, qui ralentissent les choses, qui nuisent à l'accès, mais aussi trouver des opportunités de s'améliorer dans nos façons de faire. Et aussi, c'est nécessaire pour adapter les trajectoires, les processus au nouveau bâtiment, parce que le nouveau bâtiment va être fait très différemment du bâtiment actuel. Donc, pour faire une transition en douceur, il faut vraiment qu'on regarde toutes nos façons de faire pour être sûr qu'elles sont adaptées au nouveau bâtiment qui est beaucoup plus moderne que le bâtiment actuel. Évaluation de la pertinence clinique. Donc, c'est toujours se poser la question, cette façon de faire est-elle vraiment pertinente? A-t-elle sa raison d'être? Transformation numérique et technologique, on en entend beaucoup parler au niveau provincial, mais il y a vraiment aussi des ressources et un budget alloué à la transformation numérique spécifiquement pour le nouveau Verdun. Donc, on va avoir des technologies qui vont nous permettre, entre autres, si je regarde quelque chose qui a déjà été démarré et qui concerne directement les usagers de l'hôpital, c'est les bornes d'enregistrement qui vont être répandues à l'ensemble des secteurs ambulatoires. Donc, une personne qui arrive pour consulter va pouvoir tout simplement scanner sa carte RAMQ. On va trouver son rendez-vous dans le système et elle va recevoir un numéro. Elle aura juste à suivre sur un écran là, quand on va l'appeler, ça va lui indiquer à quelle salle se rendre. C'est déjà quelque chose qui est en fonction là, aux cliniques externes actuellement. Puis finalement, l'utilisation de données en temps réel. Les données en temps réel, c'est se baser sur vraiment la situation actuelle, le taux d'occupation des chambres, les délais, etc., où ça bloque de façon, je dirais, en direct pour améliorer les processus. Avancer. C'était pour nous important, évidemment, de pouvoir aller chercher l'opinion, le point de vue des gens qui utilisent les soins et les services de l'hôpital. Donc, on a créé un comité aviseur des usagers ressources. Certains appellent ça les patients partenaires. C'est un peu la même chose, usagers ressources, patients partenaires. Le mandat du comité, c'est d'influencer les décisions en fonction de l'expérience des gens. Et j'ai rencontré, j'ai assisté à la première rencontre qui a eu lieu cette semaine. On a à peu près une quinzaine usagères ressources qui ont toutes sortes d'expériences, qui ont vécu d'autres hôpitaux, qui ont vécu Verdun, font partie aussi de ce comité-là, la présidente du comité des usagers de Verdun pour l'hôpital. On a des gens de toutes sortes d'origines et qui ont vraiment des visions, une expérience de vie, une expérience de travail qui vont vraiment pouvoir faire profiter au projet. Donc, ils vont participer à la réflexion sur la modernisation, puis pouvoir faire des recommandations et valider les orientations. Donc, on parle de rencontres minimalement de 2 heures à tous les 6 à 8 semaines. Et comme je l'ai dit, ça vient tout juste de commencer. Par exemple, les sujets qui vont pouvoir faire l'objet de discussion, c'est l'aménagement physique des lieux. Sont-ils confortables? Est-ce qu'ils répondent aux besoins de mobilité? Sont-ils sécuritaires, agréables? Quelle est l'expérience des soins et services?
Évidemment, on va faire des simulations avant d'occuper le nouveau bâtiment. C'est clair que les usagers ressources vont faire partie de ces simulations-là et vont pouvoir nous donner un feedback sur les travaux. La photo que vous voyez à droite, ça démontre un peu l'implication d'une usagère ressource alors qu'on faisait les plans architecturaux. Évidemment, les plans sont terminés depuis un moment, mais la conceptualisation des plans là, nous a amené à faire des salles de simulation. On a essayé de voir un peu à quoi allait ressembler une chambre de patient, par exemple, et on l'a fait expérimenter par des gens là, de notre patientèle. Évidemment, on va regarder le matériel, les soins et services, puis aussi tout ce qui est déplacement dans l'hôpital. Donc, c'est terminé pour moi. Je vais passer la parole à Mme Eliane Favreau, ma collègue co-leader du projet. Merci, Dr. Thibert. Avant de vous donner, en fait, les nouvelles sur le chantier, je voulais d'abord vous expliquer un petit peu là, la structure de gouvernance qui est en place au niveau du projet pour que vous compreniez bien là, qui fait quoi, puis pourquoi, notamment, on a quelqu'un de la SQI avec nous là, lors de la présentation de ce soir. Donc, évidemment, du côté du CIUS Centre-Sud, on est très actif dans le projet. Donc, on a participé à toute la planification, à la coordination des travaux avec la SQI. Puis, bien sûr, tout ce qui concerne la modernisation clinique qui vient d'être présentée par Dr. Thibert, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait seulement par le CIUS et non en lien avec la SQI. Madame Charbonneau l'a mentionné aussi en début de rencontre, il y a 2 copromotrices pour le projet, donc Nathalie Charbonneau et Dr. Poirier qui ne pouvaient pas se joindre là, ce soir. Puis 2 co-leaders, donc Dr. Thibert et moi, puis on est soutenus par toute une équipe projet. Donc, c'est nous on a des liens avec le ministère de la Santé, c'est nous qui allons chercher certaines autorisations et tout ça, en collaboration avec la SQI. La SQI, donc la Société québécoise des infrastructures, c'est notre gestionnaire de projet pour le CIUS. Automatiquement, quand on parle d'un projet d'infrastructure publique de plus de 50 millions, c'est sûr que la SQI va être impliquée là, comme gestionnaire de projet. Donc, c'est eux qui sont là vraiment pour s'occuper de toute l'enveloppe budgétaire associée au projet, les mandats aux entrepreneurs, la réalisation des plans, ceux qui vont s'assurer du respect des coûts, de la portée, de l'échéancier. C'est certain qu'on est très impliqué dans ces discussions-là aussi, mais ultimement, là, c'est la SQI qui en est responsable. On a aussi un gérant de construction qui est Axar. Donc, ce qui est un peu différent de d'autres grands projets dont vous avez pu entendre parler, c'est qu'on n'a pas un seul entrepreneur qui est responsable des travaux. Donc, on a vraiment plusieurs entrepreneurs spécialisés. Donc, par exemple, un entrepreneur spécialisé pour la structure de béton, un autre spécialisé pour la structure d'acier, un pour l'électricité, etc. Donc, on a plus d'une quarantaine là, de lots, en fait, avec différents entrepreneurs. Donc, on avait besoin d'un gérant de construction pour coordonner l'ensemble de ces chantiers-là, de ces entrepreneurs-là sur place. En plus des différents entrepreneurs, les entrepreneurs ont aussi des sous-traitants. Donc, vous imaginez, ça fait vraiment beaucoup de compagnies différentes là, qui peuvent être appelées à travailler sur le chantier avec nous. Donc, on souhaitait vous montrer quelques images avant-après. Donc, notre dernière séance publique d'information pour le voisinage a eu lieu en mars 2022, l'année dernière. Donc, on vous a mis des images, en fait, là, de à quoi ressemblait le chantier à cette date-là par rapport à aujourd'hui. Donc, le premier chantier qu'on voit à l'écran, c'est celui des quais de réception et d'expédition au coin des rues Exune et Gaétan-Laberge. Donc, c'est un des premiers chantiers qui a débuté en lien avec le projet parce que l'aménagement de ces quais-là était préalable à la construction du nouveau pavillon. Auparavant, nos quais étaient accessibles par le boulevard La Salle, puis l'accès se faisait à l'endroit où le nouveau pavillon a été construit. Donc, en date de mars 2022, vous voyez qu'il y avait certains travaux déjà de compléter au niveau de la structure d'acier. Les nouveaux quais commençaient à prendre forme. C'était un agrandissement en tant que tel, là, les nouveaux quais. Puis, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a dû mettre en place des quais temporaires sur le boulevard La Salle parce que les quais du côté Exune n'étaient pas tout à fait prêts. Puis, il fallait, dans le fond, avancer avec la construction du nouveau pavillon. Donc, c'est à l'été 2022, comme on l'a mentionné plus tôt, que le déménagement des quais temporaires vers les nouveaux quais a pu avoir lieu, ce qui a permis là, de mettre fin aux quais temporaires sur la salle, puis de poursuivre les travaux pour la passerelle. Donc, vous voyez qu'entre mars 2022 et avril 2023, il y a eu quand même beaucoup de travaux. Donc, toute la structure a été finalisée, la toiture aussi. Des travaux de revêtement extérieur ont été débutés. À partir du mois d'août 2022, c'était suffisamment avancé là, pour permettre d'avoir des quais fonctionnels.
Mais depuis, il y a quand même des travaux qui se poursuivent. Puis, on pourra vous expliquer un petit peu ce qui s'en vient de ce côté-là. Il y a eu aussi beaucoup de travaux civils qui sont plus derrière la photo qu'on voit, donc au niveau de l'entrée de l'urgence avec le débarcadère. Donc, celui-ci a dû être fermé pendant quand même plusieurs mois à cause des travaux, mais il a pu être réouvert à l'automne partiellement, considérant qu'il y avait eu quand même un certain avancement des travaux. Ensuite, on a le nouveau pavillon. Donc là, vous voyez que c'est assez impressionnant quand même la différence entre mars 2022 et aujourd'hui. Donc en mars 2022, on avait une première phase d'excavation complétée. On débutait la deuxième suite au déménagement des quais dans le remplacement temporaire sur la salle. La grue venait tout juste d'être installée. Puis on voit que là, dans la dernière année, toute la structure de béton a été montée pour le nouveau pavillon. La grue a même été retirée là, en mars 2023, considérant que ces travaux-là sont terminés. Vous voyez que les travaux de structure d'acier ont débuté aussi. Donc, il y a de l'acier sur le toit, mais il y en a aussi ailleurs là, au niveau du bâtiment. Puis, à l'intérieur aussi, les travaux se sont accélérés. Donc, on a vraiment des aménagements qui débutent, plusieurs travaux électromécaniques qui ont eu lieu déjà, plusieurs cloisons qui sont déjà installées. Donc, on peut déjà voir la forme des pièces là, à certains niveaux dans le nouveau pavillon. On a quelques images un petit peu plus tard aussi dans la présentation. On a aussi une autre vue sur le boulevard La Salle. Donc, ici, là, vous voyez bien sûr le nouveau pavillon, mais aussi un peu plus vers la gauche de l'image, la construction de la passerelle là, qui a débuté. Donc, on a débuté l'excavation au mois en janvier à peu près, puis l'année dernière. Puis, suite au déménagement des quais, là, on a pu accélérer les choses, puis poursuivre l'excavation, démolir l'ancienne marquise là, de béton qui s'y trouvait. Il y a eu plusieurs travaux préparatoires aussi au niveau de la bâtisse qui se trouve derrière la passerelle pour préparer ces travaux-là. Donc, un parapet de béton qui a été retiré, toute la brique qui a été retirée aussi sur le bâtiment. Puis là, au courant des dernières semaines, le chantier s'est vraiment réactivé avec le début d'installation de la structure d'acier de la passerelle. Du côté du nouveau pavillon, donc ça, on l'a pas mal vu sur l'autre image, mais juste mentionner aussi du côté de la passerelle, il y a eu quand même des travaux de raccordement avec l'hôpital existant qui ont débuté. Donc, des travaux à l'intérieur aussi pour l'endroit là, où il y aura la connexion en tant que telle. Tout à l'heure, je vous parlais là, d'autres images à l'intérieur. Donc, vous voyez au centre, en fait, on a une vue sur une future unité de soins, donc au niveau 2 ou 3. Puis, vous voyez déjà là, la forme des douches dans les chambres. Puis, déjà, là, il y a eu beaucoup d'avancement depuis la prise de cette photo-là. À gauche, vous voyez en fait le toit qui va être le toit végétalisé, visible à partir du boulevard Gaétan-Laberge, puis à partir des différentes chambres de patients, puis du couloir central. C'est l'endroit où on va installer une œuvre d'art en 3 dimensions. Le concours a débuté pour trouver les artistes là, qui allaient faire des propositions d'œuvres pour cette œuvre d'art-là. Donc, on a 4 artistes qui ont été sélectionnés. Puis, ils sont en train de travailler sur leurs propositions. Il y aura la sélection de l'œuvre par le comité à l'automne. Puis, on a un grand groupe là, d'employés et d'usagers qui sont impliqués pour participer à cette prise de décision-là. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Amélie Villot de la SQI qui va pouvoir vous expliquer les travaux à venir au niveau de ces différents chantiers. Donc, comme Eliane vous l'a montré un petit peu, le chantier est divisé en 4 grandes zones. Donc, on a la zone des quais de réception et d'expédition, pour laquelle on a eu une livraison partielle en juillet qui a permis aussi d'utiliser les quais. Puis, on prévoit livrer là, officiellement tout le reste de cette année également. Donc, vous avez vu là, que les membranes à l'extérieur des quais étaient posées. Donc, il reste la finalisation du revêtement extérieur de ce côté-là. On a aussi une œuvre d'art. Donc, on avait 2 concours pour ce projet-là. Donc, il y a une œuvre d'art qui sera aussi posée sur le long des quais qui est vers la descente pour aller vers l'urgence. Puis aussi, il y a des plantations d'arbres qui sont à venir dans les prochaines semaines, mois, dans ce secteur également. Puis, on a déjà le débarcadère qui est assez ouvert pour l'instant, mais qui sera ouvert complètement aussi d'ici la fin de l'année. Puis, il y a le petit stationnement pour usagers fréquents qui est déjà complété, là, mais qui reste quelques petites choses à finaliser de ce côté-là. Ça devrait être livré également cette année. Au niveau du nouveau pavillon, qui est le bloc 600,
Dans le fond, il y a eu l'abri à vélo qui a été complété aussi récemment, donc il reste quelques petits éléments à corriger, mais somme toute, c'est pratiquement livré. Il y a la portion qui est ouverte, qui est déjà accessible aux usagers, puis il y aura aussi une portion sécurisée pour les employés de l'hôpital. Aussi, la charpente d'acier que vous avez vue sur les images au toit qui est complétée, qui reste seulement l'isolant apposé dans le plâtrage au toit. Travaux de revêtement extérieur et installation de fenêtres. Donc, vous avez vu encore une fois la membrane noire qui est posée. Donc, la suite, ça sera l'isolant, le revêtement extérieur, puis les murs rideaux également. Pour les travaux électromécaniques, ça se poursuit sur tous les étages. Sur les photos, c'est ça datait de décembre, mais présentement, par exemple, au rez-de-chaussée, c'est beaucoup meublé. On voit toute la ventilation, plomberie, gaz médicaux, etc. Donc, ça avance très bien de ce côté-là. Puis, présentement aussi, il y a des travaux d'aménagement de bassins de rétention, donc du côté du boulevard de Gaétan-Laberge, qui permettent de retenir les eaux là, pour éviter que le réseau soit trop sollicité au niveau de la ville. Puis aussi, il y a eu des travaux de raccordement au service public qui ont eu lieu, entre autres, sur le boulevard La Salle, si vous l'avez remarqué. Il y aura aussi également, comme ça a été mentionné au début de la présentation, des arbres qui seront plantés, vivaces et autres aussi. Donc, un aménagement complet extérieur qui sera fait plus tard dans le projet. Donc, travaux d'aménagement paysager aussi dans le secteur du bassin de rétention. Au niveau de la passerelle, en fait, présentement, il y a la structure d'acier qui a commencé récemment, à la fin mars. Ça avance bien de ce côté-là également. Donc, une passerelle qui sera complètement vitrée. Puis, il y aura l'aménagement intérieur qui pourra commencer dès que l'enveloppe sera fermée de ce côté-là. Aussi, un secteur qui a été un peu moins exploré puisque c'est vraiment au centre du bâtiment. Puis, les travaux qui vont commencer très prochainement. Donc, pour l'atrium, on aura l'excavation qui va débuter. On est présentement en appel d'offres de ce côté-là. Puis, il y aura aussi la structure d'acier qui est également en appel d'offres présentement qui pourra débuter cette année. Donc, juste à terme là, de prévention au niveau du bruit et des poussières. Donc, on a vraiment des mesures d'atténuation de ce côté-là. Donc, notre chantier qui est sécurisé. Aussi, on a des membranes qui sont dans le bas des clôtures lors des saisons printemps, été, automne pour s'assurer que les débris ne sortent pas du chantier. On a des signaleurs aussi pour vous aider à circuler aux alentours. Aussi, dernièrement, on a instauré des rondes de visite le matin pour s'assurer de bien respecter les heures de chantier, donc qui débutent à 7 heures la semaine. Aussi, puis en cas de mesure où que les poussières avaient à sortir, on fait des nettoyages de rue aussi régulièrement, un arrosage au besoin. Donc, ça fait un peu le tour de ce qui s'en vient prochainement. Alors, comme vous pourrez le voir là, dans les prochaines diapos, puis comme mes collègues vous l'ont mentionné, c'est important pour nous la proximité avec l'ensemble de notre communauté, incluant le voisinage, nos employés, médecins, la ville, les syndicats. En termes de liens privilégiés, dans le fond, on travaille vraiment en collaboration. Je crois que c'est Dr. Thibert là, qui vous parlait de différents ateliers qui ont eu lieu. Sinon, en complément à tout ça, pour collaborer avec nos différents partenaires, on travaille avec l'arrondissement de Verdun là, étroitement, notamment sur 2 comités, un comité technique et un comité au niveau des communications. On implique le plus d'usagers ressources possibles et de différentes façons dans nos travaux. On travaille aussi avec les organismes et des entreprises du milieu. On peut penser, par exemple, aux travaux à la Société d'histoire et de généalogie qui nous a aidés à faire les travaux là, pour les bannières qui habillent le chantier, justement comme celle qu'on voit sur l'image. On essaie d'être le plus proactif possible. Donc, on l'a dit, Mme Villot le mentionnait, l'impact des travaux. Là, on est conscient qu'on est en train de construire un nouveau bâtiment dans un milieu qui est habité, dans un milieu qui est à proximité de grandes artères, à proximité d'un hôpital existant et en fonction. Alors, il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, tout ça nous amène à porter une grande attention aux impacts là, des travaux sur le voisinage
Et on va s'assurer chaque fois qu'on entre dans une nouvelle phase du projet là, d'essayer d'atténuer les impacts pour le voisinage. On s'assure d'avoir des communications ouvertes, fréquentes et variées en amont de certains travaux et on s'assure d'écouter les commentaires qui nous sont transmis. On le disait en début de présentation, on n'a pas eu beaucoup de plaintes. Par contre, celles qu'on a reçues, on les a pris très au sérieux et on s'est assuré de mettre en place différents moyens pour pas que la situation se reproduise. Enfin, en termes de transparence et de proximité, je vais vous présenter un petit peu plus tard différents moyens de nous rejoindre, mais on pense qu'on a mis à votre disposition plusieurs façons de suivre le projet, de nous écrire, de nous téléphoner, peu importe si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec le projet, mais j'y reviendrai. Donc, dans ce qui s'en vient, au printemps 2023, on aura le concours citoyen du projet en souvenir de l'arbre en lien avec le peuplier qui se trouvait sur l'emplacement du nouveau pavillon de l'hôpital. Au cours de l'année 2023, on va inaugurer les quais de réception et d'expédition et on devrait aussi dévoiler l'œuvre d'art, une des 3 œuvres d'art. Et celle qu'on va dévoiler en 2023, c'est celle qui sera située au quai de réception et d'expédition. Donc, tout à l'heure, Eliane parlait du comité de sélection. Dans l'ensemble du projet, on aura 3 œuvres d'art. 2 ont été proposées par le même artiste. Et ces 2 œuvres-là sont en 2 dimensions. Il y en a une qui sera dans la passerelle au rez-de-chaussée et la seconde est sur le mur du quai des réceptions et d'expédition à proximité de l'urgence. Donc, on aura le dévoilement de d'une de ces 2 œuvres d'art-là au cours de l'année 2023. On peut passer. Alors, ici, vous avez un rappel des différents moyens à votre disposition pour suivre l'avancement du projet. C'est un projet qui a fait l'objet de quelques reportages dans les médias locaux. On travaille avec différentes fondations partenaires, avec l'arrondissement, évidemment, avec la communauté Plantry. Alors, Plantry, c'est une philosophie, une approche, dans le fond, pour humaniser les soins et services et prendre soin des usagers, employés, médecins. Alors, on adhère vraiment à cette philosophie-là. Et puis, on essaie de l'intégrer au maximum dans notre projet. Et on sert aussi de référence pour d'autres établissements de soins de santé, du réseau de la santé et des services sociaux qui, quelquefois, ont des projets similaires aux nôtres et puis qui veulent savoir comment on s'y est pris. Vous pouvez suivre en temps réel l'évolution du chantier. Vous pouvez même retourner en arrière, puis comme on vous le montrait, voir les images du début de projet, peut-être même de la journée de votre anniversaire, puis voir où est-ce que c'est rendu maintenant. Vous pouvez aller sur le site qui est inscrit en bas à gauche, sur centresud.gouv.qc.ca, Rêve est grand. Et sinon, du côté droit, vous avez différentes façons de nous suivre, de nous écrire ou de nous communiquer des questions que vous auriez en lien avec le projet. Voilà, on passerait maintenant à la période de questions et je crois que c'est Mme Favreau qui fait l'animation. Oui, merci beaucoup. Donc, on vous rappelle d'utiliser la section Q&R pour poser des questions. Je crois qu'il y a eu certaines questions posées dans le chat, donc on vous invite à les formuler directement dans le Q&R. Alors, on est prêt à vous répondre. Ne soyez pas gênés de nous écrire. OK, finalement, il y a une question qui est rentrée. Donc, en fait, on a une question. Est-ce que le chemin d'accès des ambulances, en fait, va changer avec l'agrandissement? J'ai bien compris la question. Alors, il y a eu quand même certains dérangements du côté de l'arrivée le chemin d'accès pour les ambulances, mais qui a été plutôt causé, je vous dirais, par la pandémie et non par le projet directement. Donc, il y a eu quand même des aménagements temporaires qui ont été réalisés dans le garage des ambulances durant la pandémie, puis qui devraient être retirés sous peu.
Donc, pendant ce temps-là, les ambulances ont dû utiliser en fait le débarcadère de l'urgence. Mais en fait, là, ça sera remis en place sous peu. Il y a eu certaines fermetures aussi en lien avec l'agrandissement, mais ça reviendra à la normale, en fait, là, au courant des prochains mois, normalement. Puis par rapport au nombre d'ambulances redirigées vers l'hôpital, il n'y aurait pas de changement dans le sens où, bien qu'on agrandisse l'hôpital, on n'ajoute pas de lits d'hospitalisation. Donc, on avait 244 lits au permis avant la construction. Puis, c'est toujours 244 lits qui se trouveront à être aménagés. C'est juste qu'on les redistribue dans une plus grande superficie. Dr. Thibert mentionnait là, plus tôt dans la rencontre comme quoi on avait énormément de chambres doubles et même des chambres triples auparavant. Donc, maintenant, on va avoir le même nombre de lits, mais avec beaucoup plus de lits en chambre individuelle en tant que telle. Donc, il n'y aura pas de changement au niveau des volumes d'hospitalisation. Je vois beaucoup de commentaires dans le chat comme quoi des gens essaient de poser des questions. Je trouve ça étrange parce que je n'ai pas d'autres QR. Donc, je vais quand même aller voir le chat. Je ne sais pas pourquoi ça semble difficile d'accès pour plusieurs d'entre vous. Donc, on avait une première question là, par rapport à la hauteur des espaces mécaniques sur le haut, donc toute la structure d'acier qu'on voit par-dessus. Donc, il y a une question à savoir comment on va gérer le bruit de ces équipements-là. Je redirigerai la question à Amélie Villot. Il y a des mesures mises en place pour réduire le bruit des équipements dans la conception. Oui, désolée, je vais devoir vous revenir avec cette réponse-là, mais oui, il y a effectivement des éléments qui permettent de réduire le bruit à cet étage-là. Puis pour la hauteur, là, on parle quand même un 2 niveaux là, qui a une mezzanine en fait à l'intérieur. C'est ça, donc c'est officiellement un plancher, mais c'est effectivement la hauteur de 2 niveaux en tant que tel. Retournez voir les QR. OK. Donc, il y a une question à savoir s'il y aura un stationnement souterrain. En fait, non, ça n'a pas été, on n'a pas discuté là, du stationnement plutôt de questions de stationnement plutôt dans la rencontre, là, même si vous êtes arrivé un peu plus tard. En fait, non, il n'y aura pas de stationnement souterrain. Ce qui arrive, c'est que, en fait, vous voyez déjà que la salle mécanique là, au toit est quand même assez imposante, puis elle est pleine. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont prévues à cet endroit-là. Mais on n'avait pas tout l'espace nécessaire, là, donc il a fallu aussi prévoir des salles mécaniques en sous-sol. Donc, il y avait une partie du sol qui était déjà, qui devait déjà être utilisée là, pour ces raisons-là. Donc, par rapport à ces besoins qui étaient prioritaires pour faire fonctionner le nouveau pavillon, il ne restait plus suffisamment de place pour justifier là, la mise en place d'un stationnement avec aussi la différence de niveau. Il y a à peu près une différence d'un niveau entre le boulevard La Salle et le boulevard Gaétan-Laberge. Donc, pour éviter d'avoir un accès là, par le boulevard La Salle où il y a les entrées et tout, c'était quand même plus complexe là, de faire des entrées du côté de l'église et Gaétan-Laberge par rapport aux différences de niveau. Puis pour arriver au trajet, là, ça fait qu'il n'y avait pas une très grande superficie disponible pour faire ça. Puis on avait vraiment plusieurs autres besoins cliniques aussi à rencontrer en plus des salles mécaniques. Donc, on a utilisé la superficie pour prévoir la mise en place de vestiaires pour les employés, d'autres secteurs cliniques, d'espace de distribution des uniformes. Donc, les besoins en espace sont vraiment criants à l'hôpital de Verdun. Donc, on a prévu vraiment d'utiliser les espaces pour ça. Par contre, il y a quand même toujours des discussions en cours là, avec l'arrondissement de Verdun pour tenter de trouver des solutions pérennes pour le stationnement autour de l'hôpital parce qu'on sait quand même que ça représente un enjeu. Malheureusement, on n'a pas de stationnement qui appartient à l'hôpital de façon permanente. Donc, c'est plutôt des stationnements municipaux là, qui sont autour de l'hôpital. On a une autre question. Quand le générateur sur Ixon sera retiré? En fait, effectivement, il y a des génératrices là, qui sont actuellement sur Ixon. Elles sont là depuis à peu près le mois d'octobre.
Par contre, ça n'a aucun lien avec le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital de Verdun. C'est pas non plus un projet de l'hôpital de Verdun, c'est en fait un projet d'Hydro-Québec. Puis nous, on a comme information que c'était un projet d'une durée d'environ 6 mois. Donc, normalement, ça devrait être retiré bientôt. Par contre, c'est possible qu'il y ait eu des prolongations puis qu'on n'ait pas nécessairement l'information. Donc, on vous dirigerait plutôt vers Hydro-Québec là, si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu un incident là, récemment où la génératrice a fonctionné pendant plusieurs heures. Donc, ça ne semblait pas être quelque chose de prévu, là, mais on sait que ça a importuné là, quand même les résidents autour. OK, bon là, ça commence à rentrer. Vous avez trouvé, je pense. Super. Donc, on a une question. Bon, c'est peut-être que je viens d'y répondre un peu. Est-ce qu'un agrandissement de stationnement est prévu? Donc, il est remarqué là, qu'il y a des usagers et des membres du personnel qui se stationnent sur les rues voisines, ce qui empêche les résidents de se stationner. Donc, je vous dirais, un peu comme j'ai mentionné plus tôt, là, il n'y a pas actuellement de projet confirmé par rapport au stationnement. Comme je vous dis, nous, en fait, on a seulement 5 places de stationnement sur notre site. Ce stationnement-là est situé au coin des rues Exine et Gaétan-Laberge, puis il va être utilisé pour les usagers fréquents qui se rendent en dialyse puis en hémato-oncologie. Donc, tous les autres stationnements, en fait, là, c'est en lien avec la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment en collaboration avec les autres parties prenantes qu'il y a des discussions en cours pour trouver des solutions pérennes. Je ne sais pas si Nathalie voudrait ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je pense que c'est complet. Merci. C'est bon, parfait. Par la suite, on a des commentaires par rapport aux désagréments en fait liés au chantier. Donc, quand même là, au niveau du bruit, puis des fermetures de stationnement, puis du nettoyage, au niveau de la saleté causée par le chantier. Comme Amélie Viau l'a mentionné, au niveau des trottoirs et des rues, là, il y a des nettoyages qui sont prévus directement par le chantier pour assurer cet entretien-là. Du côté du bruit, c'est sûr qu'on s'assure de respecter la réglementation municipale. Donc, Amélie a mentionné là, le respect des heures de travaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est suivi de très près. Peut-être qu'il y a eu là, certains moments où il y a eu des problématiques par rapport à ça, mais ça a été pris très au sérieux. Puis, plusieurs mesures ont été mises en place, comme les tournées là, dont Amélie a discuté. Donc, pour s'assurer vraiment que l'ensemble des entrepreneurs et de leurs sous-traitants sont bien au courant des heures à respecter, puis pour s'assurer que ces heures-là soient effectivement respectées. Il y a des mesures là, qui ont été, des avis qui ont été transmis à l'ensemble des entrepreneurs à cet effet-là pour s'assurer vraiment que ce soit respecté. C'est très important pour nous de ne pas dépasser les heures permises là, de ce côté-là. Pour ce qui est des impacts sur les stationnements, il y a eu quelques impacts là, durant des travaux civils. Puis, en fait, actuellement, par rapport à la passerelle, c'est certain qu'il y a des espaces de stationnement qui ont été retirés sur le boulevard La Salle, mais c'est temporaire durant les phases plus critiques là, de construction de la passerelle. Peut-être que je laisserai Amélie Viau compléter de ce côté-là par rapport aux entraves là, sur le boulevard La Salle, à quoi on peut s'attendre. Oui, donc c'est ça, présentement, on installe la structure d'acier, donc la grue, effectivement, empiète un peu sur la rue pour pouvoir permettre de soulever ces morceaux-là, puis aussi assurer une certaine sécurité de la population. Naturellement, on ne veut pas que les gens passent en dessous de ces équipements-là. Puis par la suite, il y aura l'installation du mur rideau qui viendra par après, aussi des travaux de béton qui seront à faire dans la structure d'acier. Donc, c'est des événements qui vont probablement avoir des impacts sur la circulation, mais qui ne seront pas en continu. Donc, il y a toujours aussi des demandes d'occupation du domaine public qui sont transmises à l'arrondissement. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres chantiers aussi.
Donc, on prend toutes ces informations-là en compte là, dans nos fermetures, c'est certain. Puis, ben, il y a les signaleurs qui sont implantés également là, pour s'assurer de vous aider là, à circuler à travers tout ça. Parfait. Merci, Amélie. On a une question par rapport au... Je suis retournée dans le chat. Avec la population qui vieillit rapidement, pourquoi ne pas ajouter plus de lits? Je laisserai peut-être Dr Thibert répondre, puis Nathalie Charbonneau pourra compléter aussi. Mais tout d'abord, le nombre de lits au permis, c'est quelque chose qui est déterminé évidemment par les autorités ministérielles. Mais on pense que, en fait, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, depuis la pandémie, on a quand même plusieurs lits qui sont fermés, puis on a fait plusieurs améliorations sur nos processus de fluidité de façon à ce que l'hôpital puisse quand même répondre aux besoins de la clientèle avec un certain nombre de lits fermés. Lits fermés pour toutes sortes de raisons. En partie la sécurité des usagers pour éviter de mettre plusieurs personnes dans les mêmes chambres. On sait que ça peut provoquer des infections comme la COVID et aussi pour le confort. Donc, on pense que dans le nouveau pavillon, avec des chambres individuelles, avec des processus modernisés, avec une plus grande efficacité, on va être en mesure là, de répondre à la clientèle, même peut-être à une clientèle plus nombreuse de façon adéquate. Je ne sais pas si Nathalie Charbonneau a d'autres commentaires à ce sujet. Non, c'est complet, Jean-François. Je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives à l'hospitalisation, puis ce qu'on souhaite, dans le fond, de plus en plus, c'est garder les gens à domicile le plus longtemps. On sait que quand on est à domicile, et surtout lorsqu'on est âgé, le fait de se lever, de pouvoir aller à la salle de bain, de se lever, aller chercher un verre d'eau, bien, ça nous aide à maintenir notre santé puis à nous garder en forme. Alors, on développe davantage les offres de services en ambulatoire. Parfait. Merci beaucoup. On a une autre question, à savoir si le budget de 264,9 millions qui a été annoncé plus tôt dans la présentation sera respecté. Je pourrais laisser Nathalie répondre. Oui, en fait, on n'a pas encore terminé d'ouvrir et de compléter là, tous les appels d'offres. Alors, dans un projet comme celui de l'agrandissement de l'hôpital Verdun, tout à l'heure, je crois que c'est Amélie Viau là, qui nous disait qu'il y a beaucoup de sous-contractants. Il y a beaucoup d'appels d'offres à faire aussi. Alors, on n'a pas encore complété là, l'ensemble des appels d'offres. On n'est donc pas en mesure de confirmer le budget final. Par contre, on observe une augmentation là, des soumissions qui nous sont faites. Parfait. Par la suite, on a une question à savoir si les unités de soins dans l'hôpital existant seront rénovées. Je peux donner une partie de la réponse. En fait, pour ce qui est de l'hôpital existant, il y a quand même certains réaménagements qui ont lieu plus par rapport à des espaces qui sont impactés par les travaux de l'agrandissement. Par contre, les unités de soins en tant que telles, de l'existant, c'est certain qu'elles ne sont pas rénovées dans le cadre du projet d'agrandissement. Suite au projet d'agrandissement, on a tout un plan directeur immobilier sur lequel l'établissement est en train de travailler. Donc, c'est plutôt dans le cadre de ce projet-là qu'on pourra évaluer là, jusqu'à quel niveau ce sera possible de revoir l'aménagement de l'hôpital existant. Donc, il y a toute une collecte de données qui a eu lieu par rapport aux besoins de réaménagement dans l'hôpital existant. Évidemment, du côté des unités de soins, il y a des besoins aussi pour avoir beaucoup plus accès à des sanitaires, à des salles de toilettes privées, avoir des chambres individuelles en autant que possible. Mais il est trop tôt actuellement là, pour annoncer qu'est-ce qui pourra être fait dans le cadre de ce projet-là. Donc, il y a des premiers blocages qui auront lieu là, au courant des prochains mois, des premières hypothèses. Puis, par la suite, là, on espère qu'on sera en mesure là, de faire des travaux au niveau de l'hôpital existant de ce côté-là.
Pour la suite, on a une question par rapport aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc, évidemment, on a besoin des ouvre-portes automatiques. Est-ce qu'il y aura des ouvre-portes à toutes les portes de préférence sans contact? Effectivement, dans le nouveau pavillon, là, on a en fait toutes les portes, toutes les portes qui se trouvent dans des corridors et tout, là, on a prévu des ouvre-portes automatiques. C'est effectivement sans contact, donc il faut passer la main là, devant le lecteur, puis la porte va s'ouvrir. Puis pour ce qui est des locaux qui sont sécurisés en tant que tels, on a aussi des améliorations. Donc, plutôt que de fonctionner avec un système de clés, on va fonctionner avec directement les cartes d'employés. Donc, juste une petite information extra pour vous en lien avec cette question. Une autre question, où se situe exactement la nouvelle passerelle? Peut-être qu'on pourrait retourner dans les diapos précédentes au niveau de la vue sur le boulevard La Salle. On pourrait vous montrer d'un peu plus près. En fait, vous voyez, les images sont prises plus là, à partir du coin de l'église La Salle. Super, on a un pointeur. Donc, elle est entourée, là, vous voyez. Donc, c'est vraiment, on peut dire, à l'extrême gauche du nouveau pavillon. Et la passerelle va passer directement devant un des pavillons. C'est le pavillon qui abrite l'imagerie médicale, les laboratoires et la pharmacie. Puis, il vient tout de suite au coin de ce bâtiment-là. La passerelle vient se connecter là, avec l'hôpital existant. Donc, la façade originale là, qui a été construite en 1932 reste pas mal intacte. C'est vraiment on peut dire l'extrême droite du bâtiment d'origine où la passerelle va se connecter. Donc, ça va être sur cette longueur-là, puis sur 5 étages de haut pour qu'il y ait une connexion entre l'hôpital existant et le nouveau pavillon sur tous les étages. Je vois une autre question par rapport à la construction LEED, la certification LEED, à savoir quel niveau de certification est recherché. Il est trop tôt actuellement dans le projet là, pour vous dire quel niveau LEED on atteindra. Il y a plusieurs préalables là, pour lesquels on a déjà reçu la confirmation comme quoi on aurait les crédits, mais il y a plusieurs autres crédits pour lesquels les demandes vont être faites seulement à la fin du projet. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va savoir vraiment là, quel niveau de certification on pourra avoir. Donc, on pourra vous tenir au courant là, de ce côté-là. On a une autre question par rapport au terrain sur Gaétan-Laberge. Je m'excuse, je vais juste lire. Donc, est-ce que l'hôpital a réquisitionné le terrain sur Gaétan-Laberge afin de mettre du stationnement? Est-ce suffisant avec les stationnements à côté de l'auditorium et sur rue? Donc, tout ça est en lien là, avec le bâtiment modulaire temporaire qui a été mis en place. Je laisserai Nathalie Charbonneau répondre. Alors, au niveau du bâtiment modulaire, c'est des bâtiments qui ont une durée de vie d'environ 10 ans, une dizaine d'années. C'est sûr qu'on est en discussion avec l'arrondissement, avec la ville, là, pour voir comment on pourra fonctionner avec ce bâtiment modulaire-là. De notre côté, tout à l'heure, il y avait une question à savoir est-ce qu'on allait rénover les unités de soins au sein de l'hôpital existant. C'est notre souhait là, de pouvoir moderniser certaines unités de soins. Alors, si on pouvait utiliser là, le bâtiment modulaire encore quelques années pour nous permettre justement là, de faire les rénovations dans l'hôpital existant sans fermer de lit. Donc, en maintenant les services à la population, là, c'est un souhait. Par contre, au niveau des stationnements, si je comprends bien la question, il n'y a pas du côté de l'hôpital puis du CIUS, là, il n'y a pas de réquisition pour des terrains de stationnement supplémentaires, si c'est le sens de la question. Je vois qu'il est déjà 20h04. On a pu quand même faire un tour des questions. Donc, je laisserai peut-être la parole à Nathalie Charbonneau pour la conclusion.
Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir. À nouveau, là, je vous invite à consulter les caméras pour voir l'avancement physique du projet là, si vous ne passez pas régulièrement devant l'hôpital. Sinon, dans la présentation, vous avez aussi différentes coordonnées pour nous joindre. Bien désolée là, qu'il y a eu des problèmes de connexion puis que la présentation n'ait pas été claire pour tout le monde. Là, je voyais qu'il y avait des gens qui voyaient seulement une partie, pour d'autres, c'était flou. Elle sera déposée aussi là, sur le site web, alors vous pourrez la revoir. Et si malgré tout, il persistait des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Là, c'est important pour nous. C'est un hôpital communautaire. C'est un hôpital qui est à votre service. Alors, on est là pour pouvoir en faire un succès puis un projet positif. Alors, merci beaucoup tout le monde.